Ça, c'est l'histoire qui est racontée par la gauche de François Mitterrand. Et après, parce que nous, les Iraniens, on sait aujourd'hui, d'ailleurs, on est très, très critique envers les Français et très critique envers les démocrates américains qui n'ont jamais arrêté de protéger la République islamique. Pourquoi? Parce que l'arrivée de Khomeini était vraiment une mise en scène de Jimmy Carter et de François Mitterrand avec d'autres outils comme Le Monde. Le Monde, c'était le premier média occidental qui a donné un crédit incroyable au niveau international, sur la scène internationale, à Khomeini. Comment, à l'inverse, ces grands rhéteurs voient les Québécois ou les Blancs en général ou Mais les je ne sais pas Occidentaux si je peux le dire parce que ça peut offenser les gens. Je m'excuse, mais ils les voient vraiment comme des stupides. Puis ils ramènent tous ces arguments-là dans les mosquées. Donc quand on parle d'idiots utiles, quand on parle d'idiots utiles, oui. Même pour eux, c'est moins que idiot utile. Hein? Et d'ailleurs, ils ramènent ces arguments dans les mosquées pour prouver que Allah nous a créés supérieurs. Et vous regardez comment ils sont inférieurs. Moi, je me souviens, pendant 3-4 mois... Dieu nous facilite. Exact. Pendant 3-4 mois, à la télé étatique Radio-Canada, à tous les soirs, on avait des heures et des heures de discussion sur la question des toilettes mixtes. Et c'est toujours sur la question des pronoms. Puis je sais qu'est-ce qui se passe dans les mosquées, là. Puis ils font que se moquer d'eux. Puis là, il dit, regardez, là. Regardez leur intelligence, regardez leur but. Vous voyez comment ils sont inférieurs? Ils ne peuvent pas penser à plus que les toilettes. Bonjour, nous voici dans un studio de Montréal, délocalisé pour cette nouvelle session, nouvelle séquence du Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Mandana Javan est physicienne de formation, femme d'affaires et surtout activiste pour la laïcité et pour la défense des droits des femmes. Alors, je voudrais avant tout vous passer une petite vidéo, une petite séquence où l'on voit Mandana donc agir dans l'espace public. On y va. Alexa Lavoie pour Robin News, devant la basilique Notre-Dame à Montréal, où se tient aujourd'hui la 4e manifestation contre les prières de rue et pour le respect de nos lieux patrimoniaux. L'événement est organisé par Mandana Javan, une Canadienne d'origine iranienne engagée dans la défense de la laïcité. Je vous félicite de tout mon cœur. Je ne m'attendais pas sincèrement qu'en petit temps comme ça, dans un petit intervalle finalement, on a vu que le premier ministre, mais aussi merci beaucoup à PSPP, le chef du Parti québécois, qui a finalement poussé le premier ministre à prendre une position. Bonjour Mandana, je suis très heureuse de vous recevoir chez vous. Bonjour, à Montréal. Merci. Et donc on vient de voir une vidéo dans laquelle vous organisez une manifestation pour la laïcité et en particulier contre les prières de rue qui se sont multipliées ces derniers mois ou années, je ne sais pas, on dirait. Et je voudrais savoir quel est qu'est-ce qui vous a amené là et pourquoi vous utilisez cette méthode-là. Oui, en fait, ça faisait depuis des mois que j'étais un peu témoin de comment on est carrément en train d'instrumentaliser un conflit. On s'entend que quand même, c'est déchirant de voir qu'il y a des guerres, puis il y a des conflits. Ça, on nie pas ça. Mais de voir que petit à petit, les premières manifestations, se sont en train de transformer
pour imposer des pratiques religieuses et même à limite ce qui est imposé par la charia et un peu ce qui est dans l'ordre des différentes façons de faire la conquête islamique ici dans l'espace public au Québec, surtout dans les rues de Montréal. Ça a commencé à m'inquiéter un peu puisque je suis d'origine iranienne et je suis née vraiment tout de suite après la révolution islamique. Toute mon enfance, mes années d'école et même mes 4 années d'université à l'université de Téhéran, on était dans une ambiance de réislamisation intense de haut en bas et les enfants de ces générations, après la révolution, on connaît très très bien les façons de faire, d'infiltration, d'imposition, la normalisation. C'est pour ça que vous parlez de conquête. Exact. On aurait pu vous dire, mais enfin, c'est une simple prière de rue qui manifeste juste la paix dans la rue, l'appel aux croyants, musulmans, sans volonté prosélyte. Qu'est-ce qui vous fait parler de conquête? Non, je ne peux pas croire à ça parce que, pourquoi? Parce que les prières de rue étaient vraiment, je crois fermement, qui étaient un outil de provocation. Alors, pourquoi aller faire sur le parvis de la basilique Notre-Dame, qui est un lieu, le plus grand lieu emblématique, patrimonial, catholique de tous les Québécois. Alors, c'est une réplique d'ailleurs de l'église Notre-Dame de Paris, fait que pour les Québécois, c'est un symbole patrimonial, culturel, identitaire très fort. D'aller faire ce genre de prières-là, que d'ailleurs ne sont pas vraiment religieuses, parce que si vous vérifiez les hadiths du prophète, vous allez voir que dans la partie de l'islam à l'ancien, était qu'un musulman, il ne faut pas qu'il prie n'importe où, dans la rue ou en public, parce que c'est un manque de respect envers la religion. Ça, c'est ce que vous avez appris durant votre enfance, vous m'avez confié tout à l'heure. En fait, ça fait partie des hadiths. Puis quand on était à l'école, il faut mentionner que dans nos écoles en Iran, durant le primaire et secondaire, même à l'université, on avait entre 20 et 25 heures d'éducation islamique à toutes les semaines. Alors, c'était des différentes matières. C'était éducation islamique, c'était apprentissage coranique, éthique islamique, la façon de vivre. Ce sont des disciplines différentes, des et ça cours comptait différents. pour 25 heures par semaine. Oui. De 20 à 25 heures, dépendamment. Par exemple, quand vous êtes première année, c'est juste des petites sourates qui sont à la fin de Coran. Alors, on avait des cours même de lecture de Coran parce que les Perses, les Iraniens, on est persophones, on ne connaît pas l'arabe, il faut apprendre l'arabe. On avait des cours de la langue arabe, puis c'était des cours vraiment exigeants parce qu'on était supposé d'apprendre l'arabe pour comprendre les prières, le Coran, puis le lire, puis tout ça. Ce qui n'avait pas existé avant la révolution islamique. Mes parents, ils n'étaient pas capables de lire le Coran et même ils priaient pas. Mes grands-parents non plus. C'était un peu islam à la carte, comme hier vous parlez. Pour mes parents, l'islam, c'était juste des actes philanthropiques de bienfaisance. Ils pratiquaient quelques fois par année pour donner du manger aux pauvres ou aider tel organisme, puis c'était juste ça. Eux, ils sont nés bien avant la révolution iranienne, exact, c'est ça que vous voulez dire. Exact. Fait que l'affaire, c'est que dans nos écoles, on a appris
Puis on avait justement cette liberté de parler, d'analyser, de débattre avec nos enseignants par rapport aux matières. Et effectivement, si vous vérifiez, il y a des hadiths vous pouvez trouver maintenant sur Internet, parce que je me souvenais, après j'ai fait des vérifications, que selon le prophète, il faut respecter la religion. Donc, l'espace public n'est pas une place pour faire la prière. Donc, ça veut dire que s'ils transgressent cet interdit, ça veut dire qu'ils sont volontaires, en tout cas qu'ils sont volontairement en train de s'engager dans quelque chose. Dans quoi exactement ? Quel est le message qu'ils veulent passer à partir du moment où ils transgressent cet interdit ? En fait, c'est vraiment, le message, c'est vraiment la provocation. Alors, la provocation, là, je reviens encore sur mon éducation en Iran. Toutes les espaces de la vie de l'individu, que ce soit espace personnel, privé, dans sa tête, entre ses deux oreilles, et aussi l'espace familial, l'espace privé même avec ses proches. Puis après, l'espace de vie sociale, que ce soit vie civile, à l'école, au travail. Il faut que tout ça soit régi par les enseignements islamiques. Alors, il n'y a aucun espace, aucun moment que tu peux t'enfuir de ces obligations-là. Et la première chose qu'on apprend, c'est une phrase qu'en farsi, je ne sais pas si en arabe on dit la même chose ou pas, mais en farsi, on dit « Amr al-ma'rouf et nahy anil munkar ». Ça veut dire tu ordonnes à faire le bien et tu empêches à faire le mal. Et ça vient d'une sourate coranique et ça a été repris, non ? En fait, pour moi, ce que j'ai appris, c'est la base de l'islam. Ça a été repris par les frères musulmans. C'est un grand titre des frères musulmans. Oui, mais dans mon éducation en Iran, depuis que je suis rentrée à 5-6 ans à l'école, c'est ça qu'ils nous ont appris comme devoir de musulman à tous les secondes de ta vie, même pour un enfant de 6 ans, 7 ans. Il faut que tu penses à toi et aux autres de faire amr al-ma'rouf wa nahy anil munkar. Ça veut dire tu ordonnes à toi et à tout ce qui t'entoure de faire le bien et t'empêches toi et tout ce qui t'entoure à faire le mal. Et voilà qu'il y a une grande différence justement entre la prédication en christianisme et la prédication en islam, parce qu'en christianisme, la prédication, ça passe vraiment par les pères, par les curés, par les autorités religieuses, mais en islam, dès qu'un enfant est capable de parler, là, il devient un prédicateur. Et à l'école, parce qu'en Iran, c'est pas quelque chose qui existait dans les familles. Quand j'arrivais à la maison, puis je racontais tout ça à mon papa, puis ma maman, ils s'inquiétaient énormément. Fait que c'était pas... Peut-être maintenant, il existe parce que c'est des générations qui changent. Mais dans mon temps, les parents, ils comprenaient pas ces méthodes-là. Ils reconnaissaient pas, justement, cette façon. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de clergé comme dans le christianisme. Pour autant, vous êtes dans l'espace chiite. Or, il y a un clergé chiite. Alors, non, c'est pas la question de clergé qui est comme en référence au niveau de référence institutionnelle pour les lois au niveau juridique. Parce que clergé est toute... en fait, l'institution chiite a des rôles très précis. D'accord, ce n'est pas un directeur c'est pas de la direction de conscience, c'est plus de l'organisation institutionnelle. Exact. Tout à fait. Mais au niveau de conscience, ça revient à chaque musulman. C'est très important, ça. Oui. Alors, prédication, ça revient à chaque musulman et il faut qu'il guide tous les moments de la vie de l'individu, que ça soit femme ou homme, un petit fille ou un petit gars. Et voilà pourquoi ça donne cette autorité de jugement chez le musulman.
Moi, j'adore l'anthropologie, puis j'adore la sociologie, puis observer, peut-être c'est mon héritage de la physique, observer vraiment les phénomènes, comment ça se passe. Si vous comparez les différentes nations, vous voyez que vraiment, de façon très surprenante, l'attitude et le comportement qui porte sur juger l'autre et de lui dire quoi faire, c'est très, très fort chez les musulmans. Alors, à tel point que il y a beaucoup de jeunes, comme de ma génération, on voulait juste immigrer, aller en Occident pour s'en débarrasser de ces forces qui sont en train de vous juger à tous les secondes, puis de vous dire quoi faire. Puis c'est pas juste la famille, c'est pas juste les parents. En tout cas, ça a jamais été le cas de mon père pour moi, mais c'est l'environnement, c'est la famille, c'est surtout en Iran, c'était la société, c'était les autorités, c'était les professeurs qui mettent toujours ces pressions-là, d'avoir cette attitude qui revient toujours, Amr al-ma'rouf wa nahy anil munkar. Et ces deux phrases-là, parce qu'il est toujours répété par la police des mœurs. La police de mœurs en Iran, c'est un immense institut avec un budget puis des finances incroyables. Tous les ministères, toutes les compagnies, toutes les écoles, tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les institutions, ils doivent avoir un bureau de police de mœurs, au moins 2-3 agents qui sont payés comme employés par la même compagnie, qui vont surveiller le comportement d'éthique islamique, que ça soit chez les élèves, chez les professeurs, chez les directeurs ou directrices ou le cadre de chaque institut, à l'université. Dans les entreprises privées aussi, partout? Privé, ça dépend. Si c'est des privés qui sont, qui sont des branches de IRGC, le corps des gardiens de révolution islamique, qui fait quand même 90% de privés, c'est sous leur dominance, oui, bien sûr. Puis ça vient aussi avec une culture. Dans le sens que quand vous rentrez dans une entreprise privée, ça prend 2 secondes pour savoir, ça, c'est l'atmosphère et l'atmosphère de quel type. C'est M. Gilles Kepel, il appelle ça le djihadisme d'atmosphère. Moi, j'appelle ça l'islamo-gauchisme d'atmosphère que vous voyez un peu. Alors, vous allez le sentir tout de suite, puis ça prend juste quelques secondes. Et il faut dire, ça fait quand même près de 25 ans que je n'ai pas été en Iran, fait que maintenant, peut-être, c'est même encore plus présent. Je voudrais vous faire écouter une petite vidéo d'un enfant, donc probablement 7-8 ans, qui dans une salle de classe de l'école de la République en France, 2025. Et écoutez cela, la maîtresse demande en fait si est-ce qu'on doit toujours respecter toutes les pratiques religieuses ou il y a certaines qu'on peut ne pas respecter quand on est croyant. C'est juste une question. Question difficile. Doit-on systématiquement suivre les coutumes religieuses? Et selon vous, est-ce qu'il est possible d'être croyant et de ne pas respecter certaines coutumes religieuses? Le débat, il est haram. Depuis quand un musulman va faire ce débat, les gars? Non, il est haram le débat. C'est quoi? Doit-on systématiquement suivre les coutumes religieuses? C'est mieux de suivre, ta religion. Que c'est mieux, si tu meurs, c'est Dieu qui a décidé. Si tu es religieux, tu suis tes coutumes. Et toi, tu dis quoi? Non, là, il n'y a pas de je dis rien. Il n'y a pas de je dis rien. Vas-y, va. Tu dis quoi? Wow! Il dit que c'est haram d'avoir le débat. Un débat, c'est haram. C'est interdit selon la religion. Qu'est-ce que ça vous évoque? Mais ça démontre, mais ils ont l'air très, très jeunes, là.
Ça démontre l'endoctrinement extrême qu'ils ont eu, même dans leur milieu familial. Alors, moi, je trouve ça grave et je ne vois pas comment la République peut réparer ça, par exemple, ou comment peut protéger ces enfants-là, parce qu'il ne faut pas oublier que l'éducation islamique vient avec beaucoup de traumas. Alors, c'est un point, je vais vous partager de mon enfance qui inquiétait énormément mes parents. Parce que mes parents, ils n'ont jamais subi ces traumas, ces peurs, parce qu'ils n'ont jamais allé dans les écoles coraniques ou islamiques, puis ils n'étaient pas des familles religieuses. Tandis que moi et mon frère, on était vraiment intensément, comme tous les enfants qui allaient à l'école, exposés à ces choses-là, qu'aux autres, il n'y avait même pas la connaissance de l'ampleur. Mais moi, j'arrivais à la maison, je racontais tout, parce que pour moi, c'était toutes des nouvelles choses que je ne connaissais pas. Alors, pour moi, c'était épatant, intriguant, mais épeurant aussi. Puis, je voulais vraiment partager avec mes parents. Sur les faits, par exemple, on était très petits. On avait 5, 6, 7 ans qui commençaient à nous dire que s'il y a un homme étranger, à part de ton frère, tes frères, ton père, ton grand-père et tes oncles paternels ou maternels. Même tes cousins, ils ne peuvent pas voir tes cheveux. Si un homme étranger, il voit un de tes cheveux, une petite, pas mèche, juste un cheveu. Un cheveu. Pour chaque cheveu, tu vas être pendu, en enfer, et en dessous, ça va être du feu qui va te brûler jusqu'à ce que ton cheveu s'allonge, puis que tu tombes en feu, puis après, ça va recommencer puis pour tous les autres cheveux. Ça veut dire maintenant, tous mes cheveux, c'est pour chaque cheveu, je vais avoir cette opération une à la fois. Vous voyez? Et nous, on était très, très petits. Fait que il nous racontait tout ça, mais il nous disait tout ça, ça va commencer à l'âge de voilement, pas tout de suite. Fait que tout de suite, tu peux avoir les cheveux à l'air, mais sache que le moment qu'à l'école, tu vas avoir ta fête de voilement, une fête que mes parents, ils connaissaient pas du tout. C'était comme pour eux, c'était comme d'où ça tombe, cette affaire-là. Quand, au 3e année, tu vas avoir ta fête de voilement, ça veut dire à l'âge de 9 ans, après ça, personne ne doit voir tes cheveux. Alors, il y avait d'autres profs qui disaient que tu vas être comme pendu de tes lèvres le temps que tu tombes. Puis, si quelqu'un voit tes mains, tu vas être brûlé. Après, ça va être encore... Ben, puis, il y a d'ailleurs dans la sourate An-Nisa, les femmes, il y a un verset qui en parle que le paradis, il n'y a pas beaucoup de femmes au paradis. Par contre, l'enfer est plein de femmes. Et dans notre éducation à l'école, je me souviens très bien que nos enseignants de tous ces cours-là, ils nous répétaient tout le temps que Allah craint les femmes. Et le sentiment que moi j'avais, parce qu'il répétait toujours Allah est omnipotent, Allah est tout-puissant. Puis après ça, d'un autre côté, il racontait que Allah, elle sait que les femmes, elles peuvent être très rusées. Elle sait que les femmes, ils peuvent utiliser leurs forces, qui sont ci, qui sont ça, qui me donnait toujours l'impression que, premièrement, Allah, il sait que je suis très intelligente, même plus intelligente que lui. Puis deuxièmement, quel genre de omnipotent, tout-puissant qu'il est. Puis je posais toujours la question que, mais pourquoi il m'a créé comme ça? Pourquoi il m'a créé plus forte que lui pour avoir crainte?
j'ai passé toutes mes années d'école toujours à poser ces questions-là de mes enseignants, mais c'est drôle parce que... C'est des questions que vous leur posiez? Oui, et c'est pour ça quelles étaient que leurs ça réponses? Mais on débattait. Vous débattiez? On débattait. C'est pour ça que ce vidéo-là, maintenant, ça m'interpelle parce que la petite fille dit ce débat est haram. Alors ça veut dire que ça s'est radicalisé encore plus depuis que par mon rapport, enfance. Parce que pendant mon enfance, je ne sais pas, peut-être en Iran, parce que l'effet qu'on est chiite, c'est un peu plus ouvert, mais maintenant, je sais qu'en fait, le système en Iran était en fait, Khomeini a été influencé par Nawab Safavi, qui était un élève de Hassan al-Banna, qui a créé le Fadaïun, puis tout ça, ça tombe à la bonne place. C'est une type du frérisme Donc, chiite. vous pouviez poser quand même ces questions. Est-ce que vous aviez des réponses satisfaisante, je dirais? Pour moi, dès le début, même quand j'étais petite, j'étais comme ça. J'acceptais pas quand c'était pas logique, les réponses. Et moi, je continuais. Puis à un moment donné, je me souviens, on avait quand même la permission de poser des questions puis d'en débattre. Puis je me souviens que comment les professeurs, il y avait quand même des arguments. Chaque étape, ils montaient les arguments. Mais arrivé à un moment donné, elle me disait, OK, c'est assez, tu poses trop de questions, assis-toi. Fait que moi, je savais que, maintenant, il faut que j'arrête. Jusqu'à un certain point. C'est ça. Et d'ailleurs, c'était ces pratiques-là qui nous ont renforcés au niveau argumentaire, au niveau rhétorique. Parce qu'un des buts de ces cours-là était toujours d'éduquer des enfants qui sont très forts au niveau oratoire et au niveau rhétorique pour qu'ils puissent aller répandre, en fait, de faire amr al-ma'rouf wa nahy anil munkar. Il faut renforcer ces habiletés-là chez les enfants. Et ils travaillent fort, ces gens-là, ils sont très méthodiques. Puis, par après, quand je suis arrivée ici, parce que étude de la philosophie grecque et la philosophie occidentale en Iran, c'est interdit. Et moi, j'étais toujours très passionnée pour apprendre, puis pour lire la philosophie grecque et la philosophie occidentale. Et je me souviens, à peu près il y a 15 ans, j'ai commencé sur YouTube, il y a des cours de philosophie grecque, puis philosophie occidentale, puis philosophie politique occidentale, qui est partagé par Yale University. Alors, moi, aux États-Unis. Alors, moi, j'ai commencé à faire comme mes études comme ça pour savoir pourquoi l'islam est si allergique. En Iran, c'était comme ça, pour empêcher toute transmission de la philosophie grecque et philosophie occidentale aux enfants. C'était tellement interdit, c'était le big... Puis là, quand j'ai lu un peu, puis j'ai appris par moi-même depuis 15 ans, puis je réfléchis là-dessus, je vois c'est incroyable parce que toutes les méthodes d'argumentaire et rhétorique que nous ont appris dans ces cours-là, c'est justement les méthodes du sophisme. Alors, comment on joue, comment on fait... Puis ça, c'était pratiqué depuis les bas âges. Alors, ce que moi, d'un autre côté, je suis vraiment éblouie à voir que comment certains élites, la plupart, élites occidentaux, quand on en parle par rapport à l'islamisme, au frérisme, ces méthodes-là, ils ont l'air tellement vaniteux qu'ils ne peuvent pas imaginer que ces gens-là, parce que pour eux, l'islamisme, ça veut dire taliban, barbou, djihadiste qui va exploser tout le monde. C'est pas que... Il y a quand même... Il faut s'en douter qu'il y a de l'intelligence derrière ça. Il y a une stratégie, planification, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. Et puis, tout est vraiment
je ne peux pas dire tout vient du frérisme, c'est aussi beaucoup, beaucoup culturel, dans le sens que les gens de Moyen-Orient, ils ont été depuis des millénaires des commerçants, des vendeurs. Prophète était un commerçant. Alors, moi, quand j'ai fait mes études universitaires, après je suis allée dans les différents emplois, puis j'avais des formations sur la vente ou la vente des produits. Tout ce qu'ils me racontaient, c'était notre éducation islamique. C'est juste en islam, on vend des idées. Puis ici, on vend des produits, mais la méthode est pareille. Puis d'ailleurs, ici au Québec, c'est de la négociation. Exact. Puis comment, c'est pas juste la négociation, la rhétorique. Comment t'approches, comment tu vas aller voir le body language, comment tu vas être sensible au niveau de psychologie de la personne, au niveau comment il est. Puis il faut pas le heurter, il faut aller étape par étape, il faut être très patient, il faut être persévérant, il faut le rassurer. Tout ce qu'on voit, que comment tu es connecté pour finalement, même par le sophisme, parce que la plupart des méthodes, même en vente, malheureusement, c'est comme ça. C'est comme donner l'impression de donner une perspective, de vendre quelque chose qui... Alors cet enfant qu'on a vu, c'est quoi? C'est le stade 1 ou c'est où malheureusement l'éducation est proche de 0? Est-ce que... Il faut bien quand même apprendre l'idée d'interdit et de permis au premier stade. Est-ce que c'est ce cas-là? Est-ce qu'après, s'ils sont pris en charge par des groupes de fréristes, ils peuvent développer justement cette argumentation de type sophiste, cette rhétorique? Mais bien sûr, surtout... Il faut avoir déjà, en ayant ancré vraiment l'idée de halal et de haram, c'est-à-dire de permis et d'interdit qui gouvernent l'ensemble de la société, faire le bien, empêcher le mal, comme vous le disiez. Oui, en fait, ils sont des très, très jeunes enfants qui ont déjà, j'ai remarqué, qui ont déjà ces habiletés-là, là. Vous voyez, il parle carrément comme un adulte. Oui. Il réfléchit, puis ils ont... alors, ça veut dire qu'ils ont été exposés à cette éducation-là, ou bien par les mosquées, ou bien par les centres islamiques, ou les cours coraniques, ou par les parents. C'est pas de l'école, ça, parce qu'ils sont très jeunes encore. Oui. Nous, c'est probablement la 3e, peut-être même la 4e génération issue de l'immigration. Hein. Oui, c'est pas des enfants de primo-migrants. Exactement. C'est comme en Iran, on pouvait dire que nous autres, on était la première génération. Mais j'ai des gens de ma famille que je connais que les parents, ils étaient comme mes parents. Puis aujourd'hui, leurs petits-fils, leurs enfants, ils éduquent leurs petits-fils comme on était comme nos profs. Tandis que les parents sont de ma génération, mais maintenant, ils éduquent leurs enfants. Alors, on n'a même pas besoin de l'école pour faire ça maintenant en Iran. Vous voyez? Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une transmission parce que tout ce qui est l'éducation islamique, le nerf de guerre, c'est vraiment la première génération. Oui, après ça, la transmission, ça se fait de façon automatique. Puis la première génération réislamisée. Exact. Est-ce que vous avez remarqué que là, cette génération, donc la vôtre en Iran, avait aussi pour charge de rééduquer ses parents? Exactement. En fait, ça, c'était waouh. Je suis très impressionnée que vous me posiez cette question-là parce que c'était demandé à l'école, à nous, qu'on doit faire ça. Alors, je me souviens parce que moi et mon frère, on avait 10 mois de différence. On était carrément comme des jumeaux. Moi, j'étais passionnée par la religion à l'école, je l'écoutais, j'étais dans les débats. Après, j'arrivais à la maison, je racontais tout à mon papa, mais j'avais un peu de réticence parce que, en tant que fille, je sentais que c'est misogyne, mais j'avais pas de mot misogyne dans ma tête. Mais en tant qu'une fille, à un moment donné, j'ai commencé à me imaginer un Dieu qui était gentil, à qui je vais avoir une croyance qui va m'aider, qui va me protéger, puis Allah qui est pas gentil avec moi. Surtout qu'à l'école, il insistait sur le fait qu'on n'utilise plus le mot Dieu. Parce qu'en farsi, on a le mot Khoda, qui est Dieu, mais on ne dit pas Allah.
Mais à l'école, depuis qu'on a rentré, ils nous disaient Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est quelqu'un d'autre. Notre Allah n'est pas Dieu des Juifs, n'est pas Dieu des chrétiens. Puis, pour moi, Allah, et il m'aimait pas, il voulait me brûler, il était là juste pour me punir parce que je suis femme, il me craint, mais il y avait un Dieu qui m'aimait. Comme de façon imaginaire. Et ce dieu, c'était le dieu des Perses? C'était quoi le dieu de quel... pas du tout. C'était même juste un dieu imaginaire. Après ça, quand je parlais à un moment donné avec ma psychologue, elle m'a dit, comme enfant, tu as trouvé une coping skill afin de te garder en équilibre puis à une certaine santé comme mentale, parce que l'autre, c'était hors de question pour que je puisse avoir une relation avec lui puis rester en santé mentale comme enfant. Donc mais vous avez dû passer par une psychothérapie pour vous défaire pendant 9 ans. Quand je suis arrivée au Canada. Oui, absolument. Sinon, c'est impossible. J'étais chanceuse parce que j'étais étudiante au doctorat à McGill. J'ai été prise en charge par la clinique santé mentale de McGill, par mon très, très bon médecin que je l'admire, docteur Denise Rochon, pendant des années. Même des fois, il me voyait 2 fois par année. Puis des fois, puis c'était une femme déjà assez... Peut-être elle était en 60 ou 60 quelques années. Elle était déjà vers on parle de 2007, là, à partir de 2007. Des fois, je voyais même avec une femme psychiatre, psychologue avec tant d'expérience, je voyais des larmes qui coulaient de ses yeux. Puis là, chaque fois, il me disait, mais j'ai jamais vu dans toutes ces années de pratique quelqu'un résilient comme toi. La première fois, quand elle a dit résilient, je ne savais pas ça veut dire quoi. Puis je lui ai demandé, mais docteur Rochon, ça veut dire quoi, résilient? Mais en tout cas, juste pour vous dire que moi, j'avais ça, mais mon frère est rendu à 10 ans à Molla complet. Alors, tellement qu'il était tellement... Puis il parlait comme les mollahs, il faisait tout comme les mollahs. Puis là, mes parents, mon papa me disait, mais j'aime bien que tu es un gars croyant puis tout ça, mais on veut pas que tu deviennes un mollah, là, quand même. Tu vois? Et c'était ça que, moi, je me souviens, ma chambre était le plus proche à la cuisine. Puis quand on se couchait, je me souviens, mes parents, ils parlaient dans la cuisine de leur inquiétude au lavage du cerveau que moi et mon frère, on recevait à l'école à cause de l'éducation islamique. Et c'était dans les années de la guerre aussi, entre l'Iran et l'Irak. Alors, toute ma famille, comme ma maternelle, était en train de tout le temps immigrer, sortir de l'Iran parce que c'était comme, on ne peut plus rester ici. Ils sont en train de réislamiser nos familles, tout ça. Fait que comme enfant, je voyais cette inquiétude-là, mais mes parents, il n'y avait aucune façon de nous protéger parce que c'était l'école. Alors aujourd'hui, quand je milite pour la laïcité ici, puis j'essaie de sensibiliser les Québécois que l'infiltration de l'éducation islamique à l'école par justement des outils comme les syndicats, c'est un grave problème parce que les parents, surtout les Québécois, qui n'ont même pas l'historique de l'islam, c'est pire que mes parents. Alors là, ça va être des générations qui sont complètement, on va les perdre. Alors, c'est islamisation carrément. Ce n'est plus la réislamisation parce que moi, je vois les générations d'immigrants qui arrivent ici et déjà, ils ont déjà eu deuxième, troisième qui ont passé par le frérisme en Europe. Quand on voit des Marocains ou des Algériens qui viennent directement du Maroc, de l'Algérie, c'est complètement différent des Marocains et Algériens qui viennent de la France. Précisez-moi... Ça. Précisément, moi, je vois des Marocains et des Algériens qui arrivent directement, surtout quand ils n'arrivent pas des grandes villes. Tu sais, surtout quand ils arrivent des petites villes ou des villages.
moi, je le voyais parce que j'ai une amie assez proche, elle est ici depuis 15 ans, puis je le voyais, on dirait que c'était mes parents. Est très libre, islam à la carte. Donc elle vient du Maroc ou d'Algérie? Oui, du Maroc. Du Maroc. Du Maroc. Mais une petite ville du Maroc. Une petite ville, d'un village qui n'a jamais été vraiment dans ce genre de l'endoctrinement. Ça fait 15 ans qu'elle est arrivée, puis ça fait à peu près 7 ans qu'on se connaît. Alors, au début, quand je l'ai connue, on dirait que c'était mes parents. Dans l'ancien temps, elle ne portait pas de hijab, l'islam à la carte, c'est juste sur le bon comportement, la bienfaisance, être bon, c'est une question morale. C'est ça. C'était juste ça, mais ça fait 2 ans qu'elle ne me parle plus. Elle a commencé à porter le hijab, puis elle a commencé, elle et son mari, à lire le Coran. Comme de façon quotidienne, tout le temps. Puis moi, je vois ça, là. Je vois ça. Puis, donc, il y a une transformation, mais vous parliez de la différence entre ceux qui viennent du bled et ceux qui viennent d'Europe. Exact. Mais ceux qui viennent d'Europe, c'est vraiment, je vous le dis, c'est le Muslim Brotherhood, c'est le frérisme, c'est grave. Les gens que j'ai connus, et puis, puisque, justement, Fadila en parlait, puisque je suis musulman. Fadila Maroufi, quand on était... lors de la conférence. Exact. Alors, elle parlait, puisqu'on est des musulmans, ils se laissent libres à tout raconter et à tout dire. Et c'est là qu'on réalise, parce que vous le savez, qu'ils ne racontent pas ces choses-là aux kuffars, aux mécréants. Alors, moi, j'ai eu des collègues qui marocains, mais maintenant, je sais qu'ils étaient hyper fréristes, qui me disaient comment ils se sentaient comme joyeux quand le 11 septembre est arrivé aux États-Unis, à quel point Oussama Ben Laden est un grand homme. Quand il disait, il n'était pas encore arrêté. Donc, ce que vous dites, c'est que les populations venues d'Europe sont réislamisées, ou en tout cas sont endoctrinées par les frères, beaucoup plus que ceux qui viennent du bled. C'est ça. Exactement. Ça a été ça reste peut-être un peu anecdotique et empirique, mais c'est mon observation personnelle. Mais l'affaire, c'est que j'ai l'impression que malheureusement, même si ces personnes-là qui viennent de bled, puis au début, n'ont rien à voir avec le comportement frériste des gens qu'on voit qui arrivent ici de la France, on dirait après quelques années, l'effet du communautarisme fait en sorte qu'ils vont être aussi... Comme votre amie que vous ne voyez plus depuis qu'elle porte le hijab. Mais ça est rendu très distante et très limitée. J'ai été même obligée de le bloquer sur mon Facebook. Ça fait 2 ans parce que de temps en temps, quand j'écrivais il y a un moment donné, j'ai écrit depuis surtout 2-3 ans que j'écris beaucoup sur la question halal ou les pratiques ou comment ça se passe. À un moment donné, il est venu me voir puis elle pleurait. Mais Mandana, qu'est-ce que tu fais? Aux autres sont des kuffars, sont des méchants, on ne peut pas les faire. Pourquoi tu dis ça dans le dos de l'islam? Puis là, je le sentais vraiment affecté, là. Dans le dos de l'islam, ça veut dire, vous disiez quoi exactement? Pardon? Vous avez dit, elle vous reprochait de dire des choses dans le dos de l'islam. Qu'est-ce que vous disiez? Oui, c'est ça que... Parce que ma page Facebook, c'est plein de tout ce que j'apporte sur la misogynie en islam, comment on traite les filles. Mais c'est intéressant, cette expression « dans le dos de l'islam ». Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut dire entre soi et des choses qu'on ne peut pas dire ailleurs. Exact. On peut être d'accord sur le fait... On peut, par exemple, être d'accord, si on est une musulmane, avec le fait que des fois, la religion est un peu sévère avec les femmes, mais il faut que ça reste entre nous. Il ne faut pas qu'on le dise à l'extérieur.
exact. Puis elle, pour elle, parce que elle me dit toujours, mais Mandana, c'est pas ça l'islam, c'est pas ça. S'ils l'ont tué Mahsa Amini en Iran, ça, c'est pas l'islam. Ça, et pour moi, d'ailleurs, samedi, on avait une colloque de PDF Québec, puis un grand intellectuel, M. Normand Baillargeon, il répétait tout le temps, la gauche à laquelle j'adhère, parce qu'il voulait démontrer qu'il y a une gauche que lui, quand il était jeune, il adhérait, qui n'était pas comme la nouvelle gauche d'aujourd'hui. Puis à un moment donné, quand je suis allée poser la question, je dis, mais Monsieur Baillargeon, les enfants qui sont nés à partir des années 2000, ils n'ont aucune idée de la gauche à laquelle vous adhérez. Alors, l'affaire, c'est qu'il faut, pour mes parents peut-être aussi, que c'était l'islam auquel mes parents adhéraient. Moi, j'ai jamais connu leur islam. Alors, ce que vous dites et ce qui est nouveau et ce qu'on n'entend pas, c'est que cet endoctrinement frériste, donc là-bas en Iran, par la révolution iranienne, l'ayatollah Khomeini, etc., les gardiens de la révolution, ça s'est fait relativement rapidement sur une population qui était assez relaxe, disons, avec la religion, et qu'en 1 ou 2 générations, tout a été transformé. C'est ça qui est... donc, en fait, ça veut dire qu'on peut très bien imaginer une société sécularisée, sans tradition musulmane, qui soit prise de la même manière par une force islamique. Absolument, absolument, parce que oublions pas qu'avant la révolution, la société iranienne, le premier mariage entre 2 gays dans le monde s'est fait à Téhéran en 1974. Mariage officiel. Alors, il y a tellement... Oui, il y a tellement de... Puis Shah était très fier de ça. Puis là, il disait que Téhéran, ça va être le capital le plus sécure pour la communauté LGBT dans le monde, dans ces années-là. Il y avait quand même une forte répression. La SAVAK, Oui, mais ça, c'était la répression politique. Ça, c'est de la répression politique. Alors, c'était juste... moi, je dis toujours... donc, le Shah... mais donc la révolution iranienne n'est pas venue parce qu'il y avait une répression politique. C'est autre chose. Oui, il y avait une répression politique parce que répression politique est allée chercher la gauche communiste, staliniste, trotskiste en Iran qui a des racines beaucoup, beaucoup plus fortes que, par exemple, la racine québécoise. Parce que les Iraniens, ils ont fait leur premier parlement social-démocrate, parlement constitutionnel en 1906, 11 ans avant la Révolution d'octobre. On a eu un parlement social-démocrate. Donc, les Iraniens, parce qu'il y allait beaucoup étudier en Europe, et les élites iraniennes, c'était les élites perses, ils s'étaient intéressés au marxisme dans les 2 dernières décennies du 19e siècle. Alors, quand vous parlez, c'est pour ça le type de gauche qui existe en Iran, qui a été enraciné en Iran, ça n'existe pas au Québec. C'est le type de gauche très, très fidèle au Marx, beaucoup plutôt Trotsky et un peu aussi stalinienne, tandis qu'ici, on a plus une forme de socialisme qu'on voit dans les pays nordiques, un peu comme Suède. C'est un peu sur la justice sociale, sur le partage de la richesse. Alors, je reviens sur la question de révolution. Alors, la révolution, il y avait la seule outil qu'il y avait pour transformer et réislamiser la société, c'était les écoles. Non, mais juste avant ça, qu'on y vienne, ce que je voudrais comprendre, c'est la responsabilité du régime du Shah dans l'instauration d'une révolution islamique et d'un nouveau régime. Nous, ça nous a été présenté comme ça. C'était tellement invivable en Iran que l'ayatollah Khomeini est arrivé et qu'il a, d'une certaine manière, redonné l'espoir aux masses.
C'était une jolie histoire. C'était la jolie histoire qu'on nous racontait à la télévision, où on nous montrait surtout les campus. Oui, mais ça, c'est l'histoire qui est racontée par la gauche de François Mitterrand. Et après, parce que nous, les Iraniens, on sait aujourd'hui, d'ailleurs, on est très, très critique envers les Français et très critique envers les démocrates américains qui n'ont jamais arrêté de protéger la République islamique. Pourquoi? Parce que l'arrivée de Khomeini était vraiment une mise en scène de Jimmy Carter et de François Mitterrand, avec d'autres outils comme Le Monde. Le Monde, c'était le premier média occidental qui a donné un crédit incroyable au niveau international, sur la scène internationale, à Khomeini. Il n'y a personne qui connaissait Khomeini. Et après ça, on sait que Khomeini, il s'est retrouvé à Neuf-le-Château, et que les Américains, ils sont allés avant, c'était en octobre 78, qui sont arrivés à Neuf-le-Château. Et par après, les Américains arrivent avec un valise de 40 millions de dollars pour faire un deal avec Khomeini que je vais arriver. Je vais vous raconter ça. Et puis d'ailleurs, c'est un livre écrit par un agent de CIA. Je vais vous trouver la source qui raconte tout ça. Ça ne vient pas de moi ni de... Alors, pourquoi on est arrivé à mobiliser la masse iranienne pour la révolution? C'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant, en fait, dans les années 30, quand le père de Shah a pris le pouvoir, le père de Shah, on l'appelle comme le père de nation. C'était à la mode dans ces années-là, un peu comme Staline, comme Franco, comme Mussolini. C'était un homme qui est arrivé avec la même vision, une nation, un drapeau, une langue. OK? Alors, on est 10 ethnies en Iran avec 10 différentes cultures complètement différentes. C'est pas comme ici qu'en Amérique du Nord. Et des langues aussi. Il y a des langues différentes, des traditions différentes, même des islams différents. Alors, puis, ça fait 3000 ans que toutes ces 10 ethnies-là, ils vivent ensemble de façon paisible dans le même géographie qu'on appelle ça l'Empire perse, qu'on appelait ça jusqu'à 1900, je pense 34 ou 36, l'Empire perse, puis après ça a changé en nom Iran. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que lui, il voulait démocratiser l'éducation. Il voulait faire exactement, si vous voyez tout ce qu'il a fait au niveau de moderniser l'Iran, c'est un peu les mêmes gestes que Hitler a fait une fois sur pouvoir, à moderniser et industrialiser l'Allemagne. Alors, autant que... C'était du national-socialisme? Pas lui. Lui, il était nationaliste. C'est son fils qui est rendu nationaliste-socialiste. OK? Parce que pour lui, c'était important. D'ailleurs, c'était lui qui a forcé les femmes d'enlever le niqab puis le hijab. Alors, il y avait des polices. Au même moment que Atatürk, alors, en Turquie? Exactement. Alors, lui et Atatürk, ils étaient des grands amis, puis ils faisaient carrément... Reza Khan, il suivait en fait les gestes de Reza Khan, fait que de Atatürk. Alors, il a enlevé le hijab, il a envoyé les filles et les femmes à l'école, même si depuis des millénaires, les femmes aristocrates, il y avait le droit d'aller à l'école, parce que c'était pas que les femmes allaient pas, s'il y avait un certain statut social, il allait à l'école 5-6 ans, pas plus que ça. Depuis des millénaires, depuis toujours. Mais lui, il a bâti des écoles modernes à la façon européenne. C'est lui qui a bâti l'université de Téhéran, qui est une grande université bientôt centenaire, et on l'appelle ça l'université mère en Iran. Et pour lui, et tout ce qui est au niveau des routes,
des tunnels, des infrastructures. C'est lui qui a fait, mais c'était qui les ingénieurs? Étaient tous des Allemands. Toute l'industrialisation de l'Iran par Reza Khan, toutes les infrastructures, tout était ingénierie allemande. Alors, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Reza Khan, ses relations avec Hitler, au niveau de ces échanges-là, même envoi des étudiants en allemand pour études, c'était très, très proche. Puis d'ailleurs, les Iraniens, quand on arrive ici au Québec, puis on voit la situation des routes, puis là, on pense, my God, en Iran, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Après, il faut se rappeler, c'est les Allemands qui ont construit. Fait que lui était vraiment... Et durant la période du nazisme, c'est pour ça. Exact. Puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait maintenant qu'il y a eu certaines communications sympathiques entre Reza Khan et Hitler. Alors, Hitler, il songeait à attaquer la Russie, mais puisque c'était l'hiver, à un moment donné, apparemment, il envoie un communiqué à Reza Khan pour dire que ça sera mieux pour nous, parce que la Russie fait très froid, qu'on rentre par l'Iran et on fait avancer l'armée par nord de l'Iran, puis après, on attaque la Russie. Puis apparemment, Reza Khan avait la tendance de dire, OK, pas de souci, on verra ça. Pourquoi? Parce que, d'après Hitler, les Iraniens sont des Ariennes. Alors, ça fait partie un peu de même idéologie. Puis lui, ça lui faisait du plaisir d'entendre que, on fait partie de race supérieure arienne. Fait que, alors, une fois que les Britanniques ont su, ils l'ont abdiqué, Reza Khan, parce que quand il a pris le pouvoir, c'était quand même avec beaucoup d'aide des Britanniques. Ils l'ont abdiqué, Reza Khan, ils l'ont retiré de son trône, ils l'ont envoyé à l'île Maurice et il est mort là-bas après 2-3 mois. On ne sait pas comment, pourquoi. Et ils l'ont remis son fils, qui avait 21 ans ou 22 ans, au pouvoir. OK? Reza Shah. Char qu'on connaît, et ils l'ont créé avec les Russes, ce qu'on appelle pendant la Deuxième Guerre mondiale le corridor perse. Le corridor perse, en fait, c'était une entente entre les Russes, entre Staline et les Britanniques. La moitié nord de l'Iran, ça va être sous la domination puis contrôle de Staline, puis la moitié sud, les Britanniques. Alors, les Britanniques... Donc, arrêt des relations, évidemment, avec l'Allemagne nazie. De toute façon, on est après la guerre, là. Non, pas encore. On est toujours pendant la guerre. Pas encore. Oui. Donc, ce sont donc les Américains qui décident que... Pas encore les Américains. Pour le moment, c'est les Britanniques. C'est les Britanniques. Pour le moment, il n'y a pas d'Américains parce que encore les Américains, ils n'ont pas embarqué dans la guerre comme ils l'ont fait vers la fin. D'accord. Alors, c'est juste Britanniques et les Russes. Alors, pendant ce temps-là que Staline a la domination au moitié nord de l'Iran, il met la main sur la partie Azerbaïdjan de l'Iran. OK? Azerbaïdjan de l'Iran, pendant 1 an et demi, et il y a un monsieur qui s'appelle, je pense, j'ai oublié son nom, Pichevari, si je ne me trompe pas, qui est une élite azerbaïdjanaise. Puis en Azerbaïdjan, parce que Azerbaïdjan, c'est moitié nord qui faisait partie de l'Union soviétique. Le moitié sud était en Iran. D'ailleurs, c'était les Thésars qui l'ont attaqué l'Iran puis qui l'ont séparé l'Azerbaïdjan de l'Iran. Parce qu'avant, la totalité de l'Azerbaïdjan appartenait à la Perse. Alors, lui, il a fait des carottages pour savoir que Azerbaïdjan et Kurdistan d'Iran est plein du pétrole et du gaz naturel. OK? En Kurdistan, on a tellement du gaz naturel qu'on peut même pas, on n'a pas au niveau technologique encore les moyens de... Alors, vous voyez, sur les montagnes, ça brûle, là, puis ça fait des millénaires que ça brûle. Fait que, alors, Staline décide de rester en Iran, un peu comme aujourd'hui, monsieur Poutine, et de rester en Iran. En Ukraine. Ukraine, parce qu'il y a beaucoup de gaz et du pétrole. Et
qu'est-ce qui arrive? Ce monsieur-là, qui était une élite turque, mais très, une élite azerbaïdjanais, Pichevari, mais parce que dans ces années-là, les Azerbaïdjanais, ils allaient plus en Russie pour étudier. On va essayer de rester. Okay. Donc, on était aux 10 ethnies, donc un pays plutôt morcelé, plutôt... donc, on voit donc Reza Khan, ensuite son fils qui est placé, et ce qu'on voudrait comprendre, c'est pourquoi cette révolution a été soutenue par les États-Unis. Voilà, on en était là. OK. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que Staline, il veut rester là. Et là, après la guerre est finie. Et les Américains, ils voient que le jeune Shah, il n'est pas capable d'exercer son autorité. Et Staline va rester. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est là que ça inaugure la guerre froide. La première opération américaine-britannique, c'est Opération Ajax. C'était en Iran pour faire sortir Staline de l'Iran. Par les Américains et par les Britanniques. C'est là que les Américains y rentrent dans l'affaire. Pourquoi? À partir de 1900, puis on est dans quelle année? 1951. À partir de 1906 à 1951, l'Iran avait une constitution, même si ce n'était pas monarchie despotique, il y avait une constitution et il y avait un parlement social-démocrate. Il y avait le droit d'avoir des partis politiques. 1951, les Américains arrivent parce que le même Parlement avait voté pour Mohammad Reza Mossadegh, Mossadegh qui était le bras droit de Staline. Une communiste, une marxiste très aguerrie. On ne le dit jamais ça dans aucun texte français, aucun texte européen. Et qu'il était vraiment une alliée à Staline. Alors, même l'affaire qu'il a nationalisé le pétrole, c'était dans le but, c'était au niveau idéologique, suite à la demande de Staline, qu'il faut faire sortir les Britanniques et les Américains de la question du pétrole iranien, puis il faut le nationaliser. Alors, ce n'était pas la question qu'il était, parce qu'on essaie beaucoup de sacraliser Mohammad Reza Mossadegh pour dire qu'il a fait un grand service au peuple iranien, mais c'était plus Staline qui voulait ça pour faire dégager les Britanniques donc plutôt la domination soviétique, évidemment. Exact. Ça entraîne la réponse des Américains. Des Américains et des Britanniques. Qu'est-ce qui arrive? Ils font un coup d'État. Parce que dans ces chicanes-là, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je parlais? Parce que le même gars, il annonce l'indépendance d'Azerbaïdjan. Il détache l'Azerbaïdjan de l'Iran. Et Staline, pendant 1 an et demi, il modernise l'Azerbaïdjan de façon incroyable. De façon incroyable. C'est pour ça que la différence en Azerbaïdjan avec le reste de l'Iran, qui n'était pas modernisé avec cette vitesse-là, ça restait énorme pendant des années. Et là, les Américains arrivent, ils font un coup d'État. Puis dans ces affaires-là, Shah d'Iran, je sais qu'il y a beaucoup de royalistes qui ne vont pas m'aimer pour dire ça, mais c'est une réalité. Shah d'Iran, il va prendre sa femme, il va s'en aller en Italie. Pour ne pas dire il va s'enfuir. Parce qu'il y avait toujours cette tendance-là. Il s'est enfui 3 fois. Quand il y avait 3 situations difficiles, les 2 premières fois, les Américains, ils sont allés le chercher. Ils l'ont ramené au tronc. Ils pensaient le 3e fois, ça va être le cas. Mais non, c'était plus le cas parce que maintenant, les intérêts américains étaient d'aller chercher Khomeini plutôt. Alors, le Shah d'Iran, il s'enfuit avec sa femme en Italie. Encore, les Américains, ils vont aller le prendre. Il met, parce que Mossadegh, avec le Parlement, il voulait annuler la monarchie, puis s'annoncer comme le président de l'Iran, vous voyez. Alors, les Américains puis les Britanniques, ils ne voulaient pas ça. Ils sont allés le chercher encore, ils l'ont ramené au trône, puis ils l'ont fait sortir Mossadegh du système. Ça, c'est 1951. À partir de là, les Américains, ils sont assis avec le Shah, puis ils ont dit, tu vas écouter ce qu'on te dit. Tu vas interdire toutes les partis politiques ici. Tu vas dire, Parlement, il faut que ça devienne décoratif. C'est toi, la monarchie, c'est toi qui décides pour tout, et il faut que tu crées SAVAK.
OK? C'est à partir de 1951, la SAVAK a été créée, toutes les parties sont rendues illégales, puis impossibles, puis ça a commencé petit à petit de tout ce qui était, en fait, on dit l'oppression politique. Alors, c'était en 1951 qu'on a eu la formation de Tudeh, Parti Tudeh, qui est parti communiste. Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'en 1951 à 1979, on a eu la formation de 51 partis politiques. Juste, je peux vous envoyer le graphe, juste carrément à l'extrême gauche. 51 partis, mais toutes étaient, entre autres, Moudjahidine du peuple en 1966. Pourquoi? Parce que les Iraniens, plus que tu les oppresses, plus ils deviennent résistants, puis plus ils deviennent militants. Ça fait partie de leur culture. Et je ne sais pas comment Shah a eu cette idée géniale, parce qu'à partir de ce moment-là, Shah a régné toute seule. Même dans la cour royale, il n'écoutait aucun de ses conseillers. Aucun. Alors, en 1963, il arrive avec un projet super intéressant qui est le livre de La Révolution blanche. Et c'est à partir de là que la chute de Shah a été, garantie. Pourquoi? La seule chose que les Occidentaux demandaient à Shah, c'était empêcher la pénétration de l'idéologie du communisme et soviétique en Iran. Et tout le monde savait que l'infiltration de l'extrême gauche, de gauche, ça se fait dans les universités. Oui. Mais les universités étaient toujours dans les mains des élites de gauche qui n'ont pas changé depuis 1890. Vous comprenez? Shah, il essayait beaucoup, mais les communistes, il avançait beaucoup à infiltrer dans les universités, dans les écoles. On a plusieurs villes en Iran qui étaient des villes inaccessibles, qui sont devenues des villes d'exil pour tous les professeurs, enseignants. Alors, Shah a commencé à exiler les professeurs du primaire, du secondaire, de l'université, à exiler à ces 3-4 villes. En raison de leur activisme de gauche. Exact, du communisme, de soviétique plutôt, parce que c'est très intense cette partie-là. C'est pas simplement gauche qu'on voit un peu ici ou en Europe. Fait que dans ces 3-4 villes-là, même aujourd'hui, les gens sont tellement communistes, marxistes, tu peux pas leur parler. Puis ils sont rendus ici à Montréal. Maintenant, ils sont dans le camp des woke. Vous comprenez? Puis dans le camp de islamo-gauchiste. Fait que moi, je regarde ces actes de Shah, finalement, ils ne savaient pas comment gérer la situation. Pour faire quelque chose à contrer ce mouvement incontrôlable des communistes, il a commencé à financer tellement les religieux, à tel point que... Alors, est-ce que ça, c'était sous les ordres des États-Unis? Non. C'était son initiative pour essayer de stopper l'avancée de la mais gauche. Peut-être aux États-Unis aussi, mais je n'ai pas trouvé en fait des documentations sur cette affaire-là, vous comprenez. Je n'ai pas vu, peut-être, mais l'affaire c'est qu'à la fin de règne de son père, on n'avait même pas quelques milliers de mosquées, mais en 1979, on était rendu carrément à 700 000 mosquées. Donc vous êtes en train d'expliquer que c'est le Shah lui-même qui a accéléré sa chute en pariant sur le soutien des religieux mais contre les soviétiques. Puis aussi à s'afficher tout le temps que je suis très religieux, à la télé pour encourager le religieux, pour donner comme de... Mais lui, il faisait ça. Et dans la mosquée, à partir de 1963, avec la Révolution blanche, où il donnait le droit à la femme d'aller travailler, étudier, de s'habiller comme il veut, d'être juge, l'homme n'avait plus le droit d'avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Et tout, imaginez, dans une nuit, toutes les luttes que les femmes occidentaux y ont
luttait pour depuis 140 ans. Les femmes iraniennes y ont eu dans un claquement de doigts parce que c'est un décret royal. Mais est-ce que ces femmes-là y avaient demandé ça? Jamais. Ça paraît tout à fait contradictoire avec l'alliance des religieux. Oui, mais pour lui, c'était religion était une spiritualité. Oui, d'accord. Et une identité nationale qu'il faut s'accrocher à ça. C'était un ciment social, mais rien de plus. Exact. Un ciment social, le seul ciment qui va combattre le communisme des Soviétiques. Alors, lui, il y avait ça. Aujourd'hui, là, moi, je vois, par exemple, ici, dans nos télés étatiques, d'ailleurs, comme Radio-Canada, depuis 2 ans, ils ont juste accusé Israël, c'est tout le temps génocide, c'est tout le temps des discours pro-Hamas, tout le temps sans arrêt. Mais si vous allez... Moi, j'ai des amis arabes, quand je leur parle, ils sont tout le temps en train de dire que le plus grand pro-Israël, c'est Radio-Canada parce qu'il n'a jamais condamné l'Israël, parce qu'il a... Moi, ça me dépasse. Et quel lien faites-vous avec ça? Dans le sens que le religieux, même si tu lui donnes, pas religieux, à l'islamisme, il n'en a jamais assez. Donne, il va jamais reconnaître. Il n'en a jamais assez. Il va jamais reconnaître ça, mais par contre, il va toujours continuer à attaquer. Puis quand il voit que tu donnes plus, il va attaquer plus intensément. C'est ça l'affaire. Donc revenons en 79. Roménie arrive dans un magnifique avion Air France depuis Neauphle-le-Château. La révolution donc se produit. Nous, ce qu'on voit à la télévision, je m'en souviens, j'étais jeune, mais je m'en souviens, on voit surtout des femmes en noir, des jeunes, et en fait, on ne voit que les campus. C'est plus tard que j'ai compris que les télévisions, en fait, s'étaient axées essentiellement sur ce qu'il y avait de plus manifeste et de plus spectaculaire, et on avait cru comprendre, en tout cas nous, que tout l'Iran, en fait, était derrière la révolution, ce qui n'était évidemment pas le cas. Oui, exactement. Je m'excuse, je vais quand même, je trouve ça essentiel de finir la partie de la Révolution blanche parce que tous les droits qui avaient été donnés dans un claquement de doigts aux femmes, ça ne faisait pas l'affaire des religieux, ça ne faisait pas l'affaire des hommes de la société et la grande partie des femmes, ça faisait juste l'affaire de la jeune génération qui étaient les adolescents en Iran, vous comprenez? Fait qu'aux autres, il y avait, parce que les anciennes générations d'Homère, ils ne voulaient pas accepter ça. Puis à un moment donné, aussi, tout ce qu'on a vu avec, parce que même en France, imaginez la culture de cabaret à Paris qui est très grave, là. Que là, la télé est inondée avec ces scènes de nudité. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas une offense religieuse, c'est une offense culturelle. Ça n'est pas dans les mœurs. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'était à ce moment-là que les élites communistes, parce qu'il restait toujours, il n'y avait que les universités, il n'y avait que les intellectuels. Là, ils ont pensé que, mais voyons donc, si maintenant les religieux, les mosquées, la population, la masse sont offensés parce que c'est trop, puis ils n'arrivent pas à digérer, puis on a notre masse. Puis aux autres sont des religieux, ils n'ont pas de stratégie, ils ne connaissent rien, ils n'ont pas d'outils. Nous, on va juste aller exploiter leur masse dans les mosquées. Alors, on va leur donner plein, on va leur donner des outils. Aux autres, c'est aux autres qui vont tout faire à notre place. Et c'est ça qui est arrivé. En fait, c'est pour ça qu'on dit islamo-gauchiste, et que c'était le mariage entre rouge et noir, la couleur des chiites. C'est qu'ils ont fait un travail d'équipe incroyable qui a fait en sorte que les Américains, ils se sont rendus compte que, là, c'est trop gros. Puis Shah n'était finalement pas capable depuis 38 ans. C'était pas l'homme de la situation. De gérer cette affaire-là. C'est mieux parce qu'en même temps, après la Deuxième Guerre mondiale, les démocrates, ils ont déposé un projet politique que d'après Jimmy Carter a très bien fonctionné, la ceinture verte, qui était une genre de... comment on dit ça?
cordon sanitaire au sud de l'Union soviétique, de créer des États islamiques avec des gouvernements islamiques parce que l'islam empêchait l'infiltration puis la pénétration de l'idéologie communiste dans le reste de l'Asie. Surtout, ils l'ont vu ça après, pendant Vietnam, qu'est-ce qui est arrivé avec Cambodge. Fait que c'était là qu'on a vu l'arrivée des gouvernements comme en Indonésie, fait pareil après Malaisie. avec l'Afghanistan, etc. Exact. Et le soutien à l'islamisme. Exact. Fait qu'ils ont eu la même idée en Iran. Jimmy Carter, il a dit c'est juste les musulmans, l'islam qui peut stopper avoir ça. La force, oui. Exact. Mais l'affaire, c'est que avant que le Shah tombe, il y avait Saddam Hussein qui était très, très agressif avec l'Israël, puis qu'il jurait tout le temps qu'il va attaquer l'Israël, qu'il va effacer l'Israël. Ça, c'est au début des années 70. Alors, d'ailleurs, Shah a fait un gros coup aux Occidentaux. En 1974, je pense qu'il a fondé OPEC. Alors, si vous voyez, vous faites juste une simple recherche sur Google sur le prix du pétrole à partir de 1950 à 80, vous allez voir que le prix de pétrole, c'est carrément rien. Puis rendu à la création d'OPEC, ça fait une chute énorme. On est à peu près dans quelles années? 1974. Voilà. Alors, c'était l'idée de Shah. Ce qu'on appelle la crise pétrolière. Exactement. C'est le Shah qui a eu l'idée de parler à tous les pays musulmans et arabes qui avaient le pétrole pour dire aux autres, ils nous vendent le blé si cher. Pourquoi nous, on ne vend pas le... Fait que là, ça a été un coup très, très grave au Canada, aux Britanniques, aux Français et aux Américains. Et donc, c'est pour ça qu'on aurait laissé tomber le Shah. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Après ça, puisque dans les mêmes années, puisque Saddam et Irak en général, ils étaient très en train de préparer le terrain pour attaquer l'Israël, les Américains, les Britanniques et les Français, ils sont allés voir le Shah. Ils ont dit, il faut que tu attaques Saddam. Il faut affaiblir Saddam. Et nous, on va te donner tout ce que tu veux. On va t'armer aux dents pour que tu deviens l'armée le plus impressionnant de région, mais il faut que tu donnes la promesse que tu vas attaquer Satan pour l'affaiblir parce qu'il est en train de devenir une grande menace pour l'Israël. Et là, Shah a dit, OK, pas de problème, à tel point que Nixon a signé l'envoi des premières, si je ne me trompe pas, F-14 ou F-12, il faut aller voir, là, c'est un de ces deux. Le moment que l'armée américaine, il ne possédait rien. Alors, l'armée iranienne a reçu ses chasseurs avant l'armée américaine. Alors, l'armée iranienne a été tellement équipée par les Américains, les Britanniques, les Français, parce qu'ils pensaient qu'il va attaquer Saddam. Et Saddam, il provoquait énormément Shah de temps en temps parce qu'il disait aux autres, c'est sunnites, il faut les attaquer. Puis les Occidentaux, ils disaient, c'est un claquement de doigts, il te provoque, tu réponds, puis paf. Puis là, Shah est devenu 5e, le plus grand et le plus puissant armée du monde après les Américains, les Français, les Britanniques et la Chine, ou je sais pas, les Soviétiques en tout cas. Puis là, une fois qu'il a tout, il a dit aux Américains et aux Français et aux Britanniques, je suis pas un homme de guerre. Fait que, mais moi, si j'étais à la place de ces politiciens, j'aurais dit, bon, il est expiré, hein, pas mal. Et là, il a commencé à dire que... il a commencé à dire que maintenant, je suis gendarme de Moyen-Orient. Et il a commencé à s'appeler empereur. Et sa femme, impératrice. Et après ça, il a commencé à faire des fêtes de 2700 ans de Cyrus le Grand. Puis il a commencé à faire des discours que Cyrus, dors-toi tranquille, que ta nation, les Ariennes, sont debout.
OK. Puis moi, si j'étais Américain, Français, que je viens de sortir de Deuxième Guerre mondiale, que je viens de le faire armer pas mal, là, j'aurais été, oh là 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 là, ça devient grave la situation. Fait que, alors il y a eu les communistes, il y a eu les religieux, la masse qui était... Qu'est-ce qui est arrivé? Il arrive à Neuf-le-Château, puis il y avait une connexion iranienne. Il y a plein de détails là, qui le ramènent de Najaf à là-bas, parce qu'il était tout le temps, le gars était tout le temps en France. Et le monde arrive, et les Américains arrivent avec 40 millions de dollars, puis ils disent, on veut deux choses. Tu t'en occupes de la gauche, des communistes, et que tu fasses une guerre avec Satan. Et voilà, 40 millions pour ça, on va te mettre au pouvoir. Il dit, promis, je fais le job. Je fais le job. Et il a fait le job. Oui. Vous voyez, il a fait le job. Puis, les premiers mois, les premières 6-7 mois, Jimmy Carter pensait qu'il a le Khomeini dans sa poche. Le temps qu'il arrive, l'histoire de kidnapping là, à... Oui, les otages américains. Les otages américains, c'était là qu'il a compris, ça va mal. Parce qu'avant ça, tous les politiciens américains, ils pensaient, c'est fini. Maintenant, d'où la très bonne couverture qu'on avait dans les pays occidentaux pour l'ayatollah Khomeini et la révolution. Exact, même toujours. Moi, j'ai fait à un moment donné, il y a quelques années, j'ai fait une recherche exclusive pendant 2-3 semaines, juste sur ce qu'on dit de Khomeini dans tous les journaux, les livres français. C'est toujours positif. Même aujourd'hui, c'est positif. Et si vous regardez le Shah, c'est sûr qu'au niveau politique, ils ne vont pas mettre sur la table toutes ces choses-là. Ils vont dire, il opprimait. Vous le connaissez, les Français, hein, sont un peu comme... C'est comme, c'était un oppresseur Oui, et puis il y avait cette idée que la révolution iranienne avait pris pour modèle la révolution française. Oui, mais très flatteur parce que pour les c'était Français. Des élites français. Un des grandes comme erreurs de Shah, et comme son père, surtout Shah, parce que Shah avait étudié sa femme aussi en France, c'est qu'ils l'ont toujours envoyé les étudiants en France. Parce qu'en France, c'était gratuit, à la place d'envoyer aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y avait une attirance pour la culture française. Aussi, énormément. Puis même aujourd'hui, là, il y a beaucoup de... Donc, vous nous avez expliqué en détail un peu cette alliance islamo-gauchiste, d'où elle vient, cette profondeur historique, c'est passionnant. Alors, essayons de revenir ici à Montréal. On est quand même à Montréal. Et cet islamo-gauchisme, il existe encore. Et il semble vouloir refaire exactement la même erreur, c'est-à-dire vouloir prétendre, en tout cas la gauche prétend instrumentaliser l'islamisme. Et on sait comment ça finit, puisque ça a fini en Iran avec la domination absolue des mollahs. Alors pourquoi est-ce que l'histoire bégaye à ce point-là ? Moi, en tout cas, les autres Iraniens, ils vont vous dire la même chose. Pour nous, les Iraniens, on dirait que c'est du déjà-vu. On dirait que l'histoire se répète. Parce que après la révolution, puis après toutes les exécutions de masse que la gauche a subies en Iran, je me souviens que nos parents y parlaient, tout le monde parlait. C'est comme la gauche, parce que c'était des élites. Parce qu'ils sont toujours, d'ailleurs, physiciennes, mathématiciens, médecins. Vous êtes physicienne. C'est ça, exactement. Penseurs, parce que ma mère, justement, sa famille, c'est une grande famille de militants, élites, communistes, de gauche, même stalinistes. Fait que il y avait 2 cousins qui ont été exécutés dans le temps de Shah. Physicienne et mathématicien, 2 autres, Khomeini, encore physicien et mathématicien. Donc, il y était des gens, des élites, très élitistes en plus, qui regardaient de haut la masse. Et que notre classe est différente de leur classe. Leur classe, c'est qu'ils se ramassent dans les mosquées. Nous, on ne se ramasse pas dans les mosquées. On les instrumentalise, on les utilise pour arriver à notre but. Une fois qu'on arrive à notre but, on est intelligent. On a eu l'éducation moderne. On va être capable de nous structurer et avoir tout le contrôle. On a vu ça en Iran. Puis une fois que le religieux arrive à faire ça, c'est complètement inverse. C'est inversé. Pourquoi? Parce que le religieux, les gens oublient que le religieux a l'expérience de l'État
depuis 14 siècles. Ces religieux-là sont les meilleurs psychologues, les meilleurs psychosociaux, les meilleurs, même si c'est pas la science moderne du 20e siècle. Aux autres, ils ont un bagage, pas juste 1400 ans. Moi, je crois que c'est depuis 8000 ans, depuis comme l'avènement des religions en Égypte, que ça a commencé à transmettre ces connaissances collectives entre les religieux au niveau de la science humaine en général. Donc, on voit exactement la même chose ici. Je vois exactement la même arrogance, la même vanité de la part des élites québécoises, que ce soit des politiciens, que ce soit des penseurs. Qui ne prennent pas les islamistes au sérieux. Ils les regardent de haut. Ils pensent, même on peut se parler là, dans le restant de vos choses, si vous demandez, ils vont juste, ils les réduisent à l'image des talibans ou à l'image des gens qui font des attentats terroristes, qui vont mettre, c'est comme, c'est un barbu de ci, de ça, moi... Ça ne peut pas nous arriver. Ça ne peut pas. Nous sommes beaucoup plus intelligents, nous sommes beaucoup plus outillés. Aux autres, je m'excuse de dire, mais carrément, on dirait qu'ils pensent qu'ils sont des sauvages, qui n'ont pas d'outils, qui n'ont pas des moyens. Mais ils ne savent pas qu'ils sont des dieux de rhétorique, de l'art oratoire, de l'éducation, l'endoctrinement. Vous comprenez? Ça fait 14 siècles. Puis c'est pas juste 14 siècles, si on y va dans l'histoire pré-islamique de l'Arabie. L'art de parler, l'art des mots, c'était toujours très, très présent. Puis d'ailleurs, la langue arabe, c'est une des langues les plus puissantes du monde. Et comment, à l'inverse, ces grands rhéteurs voient les Québécois ou les Blancs en général mais je ne sais pas si je peux le dire parce que ça peut offenser les gens. Je m'excuse, mais ils les voient vraiment comme des stupides. Puis ils ramènent tous ces arguments-là dans les mosquées. Donc quand on parle d'idiots utiles, quand on parle d'idiots utiles... Oui. Même, pour eux, c'est moins que idiot utile. Hein? Et d'ailleurs, ils ramènent ces arguments dans les mosquées pour prouver que Allah nous a créés supérieurs. Et vous regardez comment ils sont inférieurs. Moi, je me souviens, pendant 3-4 mois... Dieu nous facilite. Exact. Pendant 3-4 mois, à la télé étatique Radio-Canada, à tous les soirs, on avait des heures et des heures de discussion sur la question des toilettes mixtes. Et c'est toujours sur la question des pronoms. Puis je sais qu'est-ce qui se passe dans les mosquées, là. Puis, ils font que se moquer d'eux. Puis là, il dit, regardez là, regardez leur intelligence, regardez leur but. Vous voyez comment ils sont inférieurs? Ils ne peuvent pas penser à plus que les toilettes. Puis là, les gens, ils rient, puis ça renforce la croyance que les mécréants sont inférieurs. Et l'affaire, c'est que malheureusement, et cet élitisme chez la gauche, je l'ai vu d'ailleurs dans la famille de ma mère, puis ici aussi, j'ai beaucoup d'amis élites, puis je le vois, le même pattern ici aussi, c'est qu'ils veulent garder la masse puis le peuple dans un niveau d'enfantin. Alors, l'accès à l'information, l'accès à l'éducation, ça ne reste que pour les élites. Il y a ça aussi. Vous comprenez? C'est beaucoup moins chez les anglophones que chez les Américains. Ils sont beaucoup plus... Même à ça, les faits qui sont multiculturels, ça empêche aussi. Mais l'affaire, c'est que si on n'est pas multiculturel, les élitistes, parce qu'ici, on essaie beaucoup de ne pas aller dans le multiculturalisme, ils vont dire, l'information, c'est nous. La connaissance, c'est nous. Après ça, c'est la masse. Quelqu'un qui est en construction, là, on ne va pas lui donner le pouvoir de répliquer. Hein? Tandis que moi, je fais beaucoup d'échanges avec les gens, les citoyens ordinaires, puis sincèrement, là, ils sont beaucoup plus intelligents que certaines élites. Donc, du côté des Québécois, hein, on est d'accord. Oui, exact. C'est-à-dire qu'il y a un sens chez les Québécois, mais chez les Français, c'est la même chose, de l'existence de ce milieu frériste
qui est assez perfide et qui organise en fait une subversion. Et ça, les gens le ressentent, mais ils ne peuvent pas le dire puisque leurs élites ne les autorisent pas à le dire. On n'a rien, on n'est pas informé aux informations, aux 20h, etc. Donc on n'a pas le droit, sauf à être raciste, islamophobe, etc. Donc on voit le même phénomène ici au Québec, et c'est vrai que j'ai pu m'en rendre compte en faisant moi-même quelques conférences. Les gens sont plus instruits par leur expérience et on ne confirme jamais leur expérience. Au contraire, on les culpabilise. Au contraire, parce que ça a été mon cas personnel aussi pendant des années. On les culpabilise, puis toujours on les moralise. Oui, c'est ça. Parce que les élitistes, c'est ça. C'est les élitistes de gauche. Là, tout de suite, ils vont partir dans les cours de morale. Puis malheureusement, ils vivent géographiquement dans certains quartiers qui sont complètement déconnectés de la vraie vie des citoyens. C'est ça, les quartiers bobos. Des quartiers gauche bobos. Donc, aux autres, ils ne voient pas. Puis même, c'est drôle parce qu'il y a 2-3 semaines, ils ont des très belles relations avec une télé comme Radio-Canada, vous comprenez. Puis là, c'est des élections municipales. Puis maintenant, il y a un centre pour les personnes sans-abri dans leur quartier, sur le plateau. Puis là, il y en a certains bobos qui se sentent vraiment... que ces sans-abri-là n'ont pas de place ici dans nos quartiers. Il faut qu'on les ramasse. Fait qu'ils ont fait un reportage, puis il y a Madame Soraya qui a dit, mais non, le centre va rester là, je ne vois pas pourquoi il faut que j'enlève, puis parce que ces choses-là, il ne faut pas que les bobos ils les voient. Hein. C'est ça, donc c'est une contradiction. En même temps, quand je suis passée tout à l'heure ou hier dans cette place réservée où on fait d'ailleurs c'est une espèce de festival pour les sans-abri, etc. Et oui, on voyait en fait... Ça, c'est pas le quartier bobo. Ça, c'est le centre-ville. Okay. C'est le quartier latin, je crois, de Montréal. Et là, on voyait une grande table avec les frères qui étaient là et qui distribuaient la soupe populaire aux petits blancs pauvres sans-abri. Québécois de souche. Oui, c'est ça. On voit ça souvent. Puis d'ailleurs, une des façons de subversion ici, ça passe par tous ces organismes de bienfaisance. C'est ça. Et j'en ai déjà vu... Ils ont commencé comme ça, les frères musulmans, en 1928. Puis en islam, une des façons de conquête, c'est la générosité. La générosité, ça passe toujours. Puis d'ailleurs, ils donnent des frères ou des sœurs, ils vont donner des services. Beaucoup de temps. Oui, ils donnent beaucoup de leur temps. De leur temps, même s'ils peuvent, de leur argent quand ils voient pour aller chercher des gens. Puis, parce qu'ils le font pour Dieu et puis pour leur propre bien-être aussi, ici-bas et au-delà. Mais il y a toujours un échage. C'est ça. Il devrait toujours avoir un retour, sinon ça arrête. Sinon, ça ne marche pas. C'est ça. OK. Et quel est le futur alors des Québécois à Montréal? Comment ça va se passer, d'après vous, dans les prochaines années, étant donné l'avancée assez rapide des fréristes qui se servent de leur expérience européenne d'ailleurs et qui l'appliquent dans une société qui est beaucoup moins préparée que les sociétés européennes. Et on a l'impression, par exemple, il y avait à l'UQAM un projet donc, de conférence avec un frérot salafiste décomplexé, donc à l'université du Québec aussi. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu parce qu'il a été arrêté à la frontière, etc. Mais les autorités universitaires ne trouvaient rien à redire. Donc, ce décalage entre un islamisme très virulent, très conquérant, et une mentalité, disons, assez passive, naïve, comment ça va se passer, d'après vous, dans les années qui viennent? Bon, avant d'aller sur le futur, il faut que je vous partage un peu ma perspective par rapport à ce que je vois. Quand l'islam a conquis la Perse, même aujourd'hui, on n'a pas été islamisé au complet, ok? Ça fait 14 siècles que les Perses, les Iraniens, ils résistent. Et je pense que les deux nations qui ont que l'islam n'a pas réussi à les arabiser carrément en Moyen-Orient, c'est les Kabyles et les Iraniens, même si notre langue, la perse, a été beaucoup quand même influencée par l'arabe. L'affaire, c'est que quand je vois, puis toutes nos littératures, depuis 14 siècles, ils nous
nous transmet, et pour la génération, il a transmis une génération après l'autre, une mémoire collective sur la violence de cette conquête qui a continué et sur cet aspect inacceptable des Perses de cette religion-là. Alors, vous pouvez parler de Hafez, vous voulez de dire Khayyam. que les Perses ont toujours refoulé l'islam? Toujours. Mais voilà pourquoi, dans le temps de Safavides, finalement, ils sont arrivés avec une modèle un peu moins... Safavi, hein, c'est l'élève de Hassan el-Banna. Non, c'est pas ça. Les Safavides, c'est une dynastie du 7e au 8e siècle. J'ai confondu avec quoi alors? Avec un autre monsieur que son nom de famille, un peu comme Mohamed Safavi en France maintenant, oui, qui a le nom de famille de Safavi. Mais ça, c'est des Safavides. C'est une dynastie perse. OK. Au 7e ou 8e siècle, je ne me souviens plus. Alors, dans ce temps-là, Safavide est arrivé, puis il a dit, c'est ça notre différence avec les Arabes. Nous, on est des chiites. Aucun sunnite peut vivre en Iran. Puis c'était là qu'est arrivée la séparation de l'Afghanistan de l'Iran. Imaginez qu'un roi, un empereur perse de l'Empire perse, décide de laisser aller une partie de son territoire parce qu'il ne voulait plus voir les sunnites en Iran. Puis que si vous êtes sunnite, vous restez en Iran, vous allez être décapité. Ou bien vous allez aller dans le pays que je vous donne, puis ça va être à vous. Qui s'appelle l'Afghanistan aujourd'hui, ou bien si vous restez en Iran, ça va être le chiisme. Alors, c'est quoi la différence principale entre le chiisme et le sunnisme? C'est que le sunnisme est intemporel et universel, dans le sens que le Coran, le texte d'il y a 14 siècles, ou les méthodes des salafiyas, il ne peut pas changer. C'est exactement, si c'était bon, 14 siècles, aujourd'hui c'est bon. Mais le chiisme, il dit... Il faut faire évoluer ce qui est la charia et la juridiction islamique. Donc, pour faire évoluer ça, ça nous prend une institution avec des clergés et des références des religieux qui ont fait beaucoup d'études puis connaissent la religion, qui sont en fait des juristes, mais ils ont tellement monté les échelles pour qu'il devienne un peu un représentant d'Allah, mais qui sont outillés à s'adapter au contexte. Alors, ça, c'est quelque chose que les frères musulmans, qui pourtant sont nés dans le sunnisme, pourraient dire aussi. OK. Et c'est ça que je vais arriver là, parce que je sais que ça peut vous intéresser. Alors, le chiisme a été développé, mais le chiisme existait un peu en fait, a été repris par les Perses, parce qu'ils n'ont jamais pu accepter la dominance arabe. Vous comprenez? Alors, la culture identitaire perse est très, très forte, là. Puis on ne peut pas l'enlever facilement. Alors, ils sont allés chercher, puis ils ont travaillé des siècles sur cette affaire-là. Et tout ce qu'on voit comme des méthodes que les frères utilisent comme taqiyya, comme ruse, comme faire évoluer, comme... Ça serait plutôt d'origine chiite, alors? Et c'est toute origine chiite, et je vous raconte, ça vient d'où? Ça vient des Perses qui ont allé étudier à Al-Azhar. À quel moment? En Égypte. À quel moment? Mais c'était après les Safavides. Ça veut dire après le 8e, je ne sais pas ça fait combien d'années, combien de siècles que Al-Azhar existe, mais c'est que depuis que les chiites, ils sont allés étudier à Al-Azhar, parce que Al-Azhar, ça fait quand même un bout que ça existe, là. C'est pas juste 100 ans ou 200 ans, là. Ils étaient obligés d'utiliser ces tactiques-là pour ne pas faire savoir aux sunnites qu'on est des chiites. Et pour infiltrer dans le système du sunnite. Donc, ce que vous dites, c'est ça, c'est que
le sunnisme aurait été infiltré par une petite partie chiite et aurait donné Mais pourquoi? Parce que je dis toujours ça, parce que je comprends des fois les gens, peut-être ils peuvent pas comprendre, mais d'être conquérant, à la limite d'être même impérialiste, ça fait partie de l'ADN perse. Tu peux pas, même on voit, d'ailleurs Charlie Kirk, il disait toujours, c'est comme les Iraniens, tu leur donnes un peu de liberté, ils vont Ok, donc ça expliquerait pourquoi les frères musulmans, qui sont un mouvement né dans le sunnisme et profondément sunnite, aient pu influencer l'ayatollah Khomeini et la révolution islamique d'Iran. Exact, parce qu'ils savaient que c'est pas aux autres qui ont influencé, c'est nous autres, les Iraniens, qui les ont influencés. D'accord, on pourrait dire ça. Comme ça, c'est intéressant. L'affaire, c'est que en Iran, la culture, c'est qu'il faut que tu sois rassembleur. Il faut que tu ailles avoir tout le monde. Il faut que tu sois... On éduque les enfants en disant, il faut que tu sois diplomatique. Imagine. C'est intéressant. Alors, malheureusement, le temps presse aussi un petit peu, mais on était parti de qu'est-ce qui va se passer à Montréal demain. C'est ça. Alors, c'est ça que je disais, c'est qu'il y a, c'est tellement un bagage riche et bagage historique et une mémoire historique dans ces écoles-là, que ce soit à l'Azhar, que dans ces leaders-là, que ce soit Youssef Qaradawi, que ce soit Hassan al-Banna. C'est pas juste Hassan al-Banna qui sort, qui arrive puis qui fait ça. Il y a des centaines d'années de transmission de ces mémoires puis de ces méthodologies qui a fonctionné pour les chiites face au sunnisme. Et qui ont pu, en fait, de démontrer leur dominance. Parce qu'il y a il y a une grande politicienne américaine, là, à un moment donné, en 2014, qui fait une conférence à la Maison-Blanche pour les gens de FBI puis CIA. Puis il y a une présentation qui montre toute l'ampleur de la dominance de la République islamique, qui est une partie du nord de l'Afghanistan jusqu'à Liban, Israël, Syrie, tout ça. Puis il le compare avec le temps de Cyrus le Grand. Puis il dit, les Iraniens, ils n'ont jamais arrêté. C'est le même territoire. Puis d'ailleurs, Shah... L'expansionnisme... Non, mais je veux dire, le prophète lui-même, le prophète de l'islam, Mohammed, était lui-même un impérialiste. Il était dans l'expansion. Les Perses. Il détestait au même titre qu'il détestait. On ne peut pas dire que la conquête vient de la Perse. Enfin, non, ça ne vient pas de la Perse du tout. Voilà, parce que là, ça ne vient pas du tout de la Perse. Puis d'ailleurs, on a tellement souffert de cette réalité-là parce que l'islam, si l'islam n'était pas arrivé en Perse, puis si l'islam n'était pas intégré dans la machine civilisationnelle de Perse, il n'aurait pas pu exister. D'ailleurs, le prophète, il pensait que à sa mort, ça va être le jour de jugement, puis ça va être fini, puis l'islam va être fini. Le prophète n'avait jamais cette vision que l'islam va être partout dans le monde. Pour lui, c'était pas ça. C'était après les califats, quand ils sont arrivés en Iran, qui ont vu, parce que les Iraniens avaient d'être réputés pour être industrious. Ça veut dire qui était très bon dans tout ce qui était ingénierie puis tout ça, qui ont commencé à s'équiper avec tout ce qui était dans la Perse. Mais est-ce qu'on peut revenir à Montréal? Oui, c'est ça. OK, pardon. Mais juste pour te dire que moi, l'alarme pour moi, c'est que ces élites occidentaux-là, des fois, je leur dis, je comprends que votre base civilisationnelle, c'est chrétien, judéo-chrétien, mais la vraie base de civilisation moderne en Occident, c'est depuis les années de lumière. Alors, vous avez une histoire de 350 ans à peu près, mais ces gens-là, ils ont au moins une histoire de 14 siècles de colonisation et d'expérience étatique sur les peuples. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez ou pas, la tradition de common law, les lois britanniques, c'est apparemment inspiré de la façon de gouvernance des Ottomans.
Pourquoi? Parce que les Britanniques étaient tellement impressionnés de voir que l'Empire ottoman est géré et tout reste à sa place. Quand ils ont fait des recherches, ils ont compris que parce qu'il y a une relativisme judiciaire et culturel. Alors, s'il y a un tribut, dans le sens que c'est complètement contraire à la mentalité civiliste et émancipatrice des Français. Alors, quand vous mettez ce type de juridiction, c'est que si un tribut, il veut tuer les femmes parce qu'il a souri à un homme, qu'il fasse, c'est pas notre affaire. Si l'autre, il veut faire qu'il fasse, c'est pas notre affaire. C'est multiculturel. Tout à fait, Ce qui est dans les pays anglo-saxons, c'est exactement la même chose. Puis, donc, c'est adapté à ce que l'Empire ottoman faisait déjà. Exactement. Et c'est pour ça, moi, ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 1 an que M. Vincent Vallée, c'est un chercheur qui m'a partagé ça. Mais avant, je me disais, mais comment ça se fait que common law et la charia se ressemblent tant? Et c'est parce que il y a vraiment cette partie au niveau de gérance. Puis quand on a reçu l'ex-ambassadeur de France en Algérie, M. Doriancourt, ici Xavier Doriancourt, oui, je lui ai posé la question, puis il m'a fait un remarque super intéressant. Il m'a dit, Mandana, regarde les pays qui ont été colonisés par les Britanniques. Quand les Britanniques ils se sont sortis, maintenant, ces pays-là, comme Indonésie, Malaisie, ils sont en paix avec les Britanniques. Pourquoi? Parce que les Britanniques, comme colonisateurs, ils disaient, nous, on n'est pas là pour vous émanciper. Vous restez dans vos traditions, dans vos lois locaux. Nous, on est là pour aller chercher des ressources. Tandis que les Français, quand ils ont colonisé Algérie, là, ils arrivent, ils imposer leur système. Alors, la société multiculturelle, c'est ce modèle-là. Exactement. Mais quand c'est chez nous, si on peut dire, c'est-à-dire dans une démocratie, alors là, ça met tout par terre. Exact. Pourquoi? C'est une question démographique. Parce que le modèle multiculturel, ça convenait aux Québécois très bien depuis les années 80. Pourquoi? Parce que les Québécois de souche étaient majoritaires. Alors, j'ai une amie, un grand intellectuel, David Rand, qui appelle modèle multiculturaliste, modèle multitribaliste. Alors, chaque tribu mène son affaire, mais l'affaire, c'est que la démocratie ottomane n'était pas démocrate. C'était un empire. Mais dans la démocratie, ça va être le tribut qui est plus peuplé qui va mener. Puis, jusqu'à dernière, il n'y avait pas d'inquiétude au niveau démographique au Québec. Mais maintenant, on sait que, ça se peut qu'il y a un autre tribu qui va être plus peuplé que nous. Donc, le modèle, ça ne fonctionne plus jamais. Est-ce qu'il y a une prise de conscience Est-ce que, par exemple, le Parti québécois prend conscience de ce problème-là et qu'est-ce qui est prévu? Oui, ça fait quand même... Est-ce qu'il y a une vraie réflexion sur comment endiguer ce problème? Déjà, arrêter l'immigration et peut-être s'occuper aussi... Oh my God, on ne peut pas parler de l'immigration. Hein? Si on dit arrêter l'immigration, on est xénophobe, on est raciste, ça c'est très grave. C'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous m'avez donné de multiples exemples de situations où vous essayez d'expliquer ces choses-là et où vous êtes systématiquement censuré. C'est impossible. Alors, moi, je ne peux jamais avoir, ça fait 2 ans que je sais que mes amis, mes connaissances, ils envoient des courriels, ils demandent, à tout le monde en parle, que cette fille-là, on a une émission très vue ici à Radio-Canada, j'ai jamais aucune réponse. Puis, même les autres télés, comme LCN ou TVA. Et aussi, quand tu fais par exemple des podcasts, mais l'affaire, c'est que j'ai eu la chance, parce qu'au début, j'ai eu beaucoup d'invitations, mais l'affaire, le retour que j'ai chez les gens que j'ai fait avec eux des podcasts, c'est comme, Mandana, les commentaires sont vraiment sans merci. Ces gens-là, ils ont subi beaucoup de harcèlement. Stress, beaucoup d'harcèlement. Les podcasteurs sont finalement... Alors, qu'on finit par autocensurer, parce que la pression au niveau de l'intimidation, au niveau d'aller chercher, qui fait en sorte qu'il n'y a personne qui va vouloir endurer ça 2 fois. En même temps, si personne ne résiste, alors la société va se donner à ses conquérants.
Bon, oui, mais quelque part, je me dis toujours, et on est en Amérique du Nord, qui est basé sur l'individualisme et le matérialisme. D'ailleurs, c'est une formule magique, une combinaison magique que les islamistes c'est un cadeau tombé du ciel pour eux. Absolument. Vous comprenez? Parce qu'ils disent, c'est pour ça qu'ils disent que ces gens-là, ils n'ont pas de but à leur vie, ils n'ont pas de sens de vie, parce que on ne peut pas forcer les gens non plus, tu comprends? C'est comme, il faut être vraiment, parce que quelque part, il faut que quelqu'un souffre pour que ça avance, comme c'est mon cas, justement, ou c'est le cas de mon amie, par exemple, Fatima Aboubakr. C'est une femme d'affaires, il y a 3 garderies privées, elle a commencé à faire de l'activisme pour la laïcité, Oui, mais... puis là, c'est sa business et au téléphone arabe puis Oui, communautarisme si des gens comme elle ou comme toi vous souffrez, c'est précisément parce qu'il y a trop de lâcheté autour. C'est-à-dire, si vous avez plus de résistance, à ce moment-là, on peut renverser quand même la tendance. Oui, Là, mais comment aller chercher ces gens-là? Comment dire pourtant, que la vie n'est pas juste du matérialisme et d'individualisme? Dans la conférence que tu avais organisée, à laquelle j'ai participé, on voit que le public suit. Il y a quand même une volonté, elle existe. Mais ça, c'est très nouveau. Moi, je fais ce que je fais aujourd'hui depuis 14 ans. Le message était absolument pas audible. Il n'y avait aucune crédibilité à ça. Moi, je me souviens, il y a 12 ans, quand j'ai entendu que les petites filles font le ramadan à l'école, j'ai tout fait avec les directrices d'école, avec DPJ, avec le ministère. Il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui s'intéresse. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça se réveille. Ça se réveille, mais malheureusement, il faut le dire, c'est très malheureux, là, ça prenait le 7 octobre pour que les gens, ça se réveille. C'est ça. Moi, je me souviens, je parlais beaucoup du hijab avant l'assassinat de Mahsa Amini. Puis tous les Québécois, ils me disaient, Mandana, c'est un but tissu, le bas. Et elle ne met pas sur ma tête, là, elle met sur sa... Il n'y avait aucun... C'était pas audible. Puis quand elle a été tuée, là, j'ai commencé à en parler. Vous voyez, c'est pas un but tissu, c'est un étendard militaire et politique pour ces gens-là. Là, la société québécoise, j'ai senti qu'il s'est ouvert un peu, mais après le 7 octobre, quand ça commençait les casses, les violences, les agressions, les manifestations qui finissaient pas, les prières de rue à la basilique, ça a pris du temps. Là, ils sont pris conscients. Et c'était pas juste ça, parce qu'avant le 7 octobre, les Québécois me disaient, ça là, c'est en Moyen-Orient, on est ici de l'autre côté d'Atlantique, ça ne regarde pas, mais là, tu exagères tout le temps. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le 7 octobre est arrivé. Le jour de 7 octobre, samedi le 7 octobre et dimanche le 8 octobre, les rues de Montréal étaient pleines de festivités, célébrations, danses, musique, gâteaux. Et donc ça, les gens ont vu. C'est ça. Là, les Québécois, les politiciens de la CAQ, parce que j'étais prêche, là, ils l'ont vu, oh là là, il est déjà ici, puis on ne savait pas. On ne savait pas. Après ça, les campements dans les universités, après ça, les casses, après ça, tous les actes antisémites, ça a fait en sorte que les gens y ont pris conscience. Si le 7 octobre n'aurait pas arrivé, même aujourd'hui, les Québécois, il n'y avait aucun intérêt. Je vous le dis. Donc, il y a malgré tout un espoir, alors? Je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup d'espoir face au peuple. Mais au niveau des politiciens, puis des journalistes, puis des médias, je ne sais pas quoi dire. Bon. Très bien. À voir, alors. Oui, à suivre. Merci, Mandana Javan. Merci. Merci beaucoup, Florence.